Salut à tous et bienvenue ici Karim pour cette nouvelle plongée dans la carrière de Prince. Aujourd'hui, on va parler d'un album qui est bien plus qu'un album. C'est un véritable acte de guerre. Gold Nigga de la New Power Generation, ce n'est pas juste un projet musical, non. C'est le moment précis où Prince a décidé de faire sauter ses chaînes pour reprendre le contrôle total de son art. On va décortiquer ensemble comment un conflit, mais alors un conflit acharné avec sa maison de disques, a pu transformer une collection de chansons en une véritable déclaration d'indépendance. Alors accrochez-vous bien, parce qu'on va voir comment la musique peut devenir un vrai champ de bataille. Allez, on entre dans le vif du sujet, au cœur même du conflit. Et attention, on ne parle pas d'une petite dispute de contrat là, non, on parle d'une véritable guerre d'émancipation entre un artiste au sommet de sa créativité et un mastodonte de l'industrie, Warner Bros. Records. Cette guerre reposait en fait sur deux piliers, deux exigences fondamentales de Prince pour sa liberté artistique. D'un côté, le contrôle créatif, c'est-à-dire le droit de sortir sa musique quand lui le décidait. Et de l'autre, le point qui va devenir absolument non négociable, la propriété de ses enregistrements originaux, les fameux masters. Pour Prince, cette lutte était tellement profonde qu'il n'a pas hésité à la comparer à de l'esclavage. Et pour que tout le monde comprenne bien, il a poussé la provocation jusqu'à s'écrire le mot slave, esclave, sur la joue lors de ses apparitions publiques. Un geste visuel, un geste choc pour dénoncer une situation qu'il ne supportait plus. Et là, l'attention arrive à un point de non-retour. Quand Warner décide de fermer son label Paisley Park Records, en prétextant des ventes décevantes, Prince prend ça comme l'affront ultime. Sa réponse, elle, est immédiate. Elle est radicale. Il crée NPG Records, son propre label, son propre vaisseau pour une indépendance totale. Bon, maintenant que les lignes de front sont clairement dessinées, Prince a besoin d'une armée. Et cette armée, il va la trouver dans son nouveau groupe, la New Power Generation. Ce n'était plus simplement un groupe qui l'accompagnait, c'était devenu une véritable force de frappe musicale. Pour mener cette bataille, il fallait un son nouveau. La New Power Generation a vraiment été pensée comme une machine de guerre funk et soul, un son brut, viscéral. Il voulait s'éloigner du son parfois un peu trop poli de ses succès précédents pour trouver quelque chose de plus authentique, un son qui transpire sa lutte intérieure. Et cette formation, elle incarnait parfaitement cette quête d'un son plus sale, plus direct. On avait une section rythmique d'une précision chirurgicale avec Michael Bland et Sonny T, les textures hyper sophistiquées des claviéristes Tommy Barbarella et Maurice Hayes, et le tout était emmené par la voix rap de Tony Mosley. C'était son commando musical. Bon, mais alors, ça sonnait comment cette rébellion ? Parce que l'album lui-même, Gold Nigga, c'était une pure déclaration de guerre, aussi bien dans le son que dans les paroles. Musicalement, il faut bien se rendre compte que Gold Nigga, c'était un ovni. À l'époque, le hip-hop, c'était surtout des boîtes à rythme, des samples. Et là, paf, on a un album qui transpire l'énergie live d'un groupe déchaîné. C'est du hip-hop, oui, mais joué par un vrai groupe de funk. Imaginez la batterie qui claque, la basse qui gronde. C'était un son que personne n'avait jamais entendu à ce moment-là. Déjà, rien que le titre de l'album, Gold Nigga, c'est une prise de position en soi. Utiliser un mot aussi chargé, aussi controversé, c'est un choix délibéré. Le but, ce n'est pas de choquer pour choquer, c'est de se réapproprier le mot pour lui donner un sens complètement nouveau, un sens positif et puissant. D'ailleurs, les paroles le disent cash, dès le début du morceau, un terme qui pourrait sembler offensant pour certains, mais que nous avons adapté. Cette phrase, elle est clé. Elle prévient l'auditeur « Attention, on va complètement retourner la signification de ce mot ». Et là voilà, cette nouvelle définition. C'est une transformation, mais radicale. Le mot devient un symbole d'émancipation économique, de fierté. C'est la richesse qui vient du talent, de l'intelligence, sans exploitation. En fait, c'est l'exact opposé de la figure de l'esclave. On passe à un autre titre, et c'est un autre uppercut direct. Black MF in the House. C'est un morceau de funk minimaliste, super agressif, qui s'attaque de front au racisme ordinaire. La chanson met en scène cette tension que peut créer la simple présence d'un homme noir dans un endroit où il n'est pas attendu. Certains d'entre vous ne supportent pas ma manière de faire et ne supportent pas la manière dont un enfoiré de noir balance le son. Là, les mots sont crus, directs, il n'y a aucune concession. Ça dénonce l'hypocrisie, l'exclusion culturelle, tout en affirmant une identité et un style qui dérangent l'ordre établi. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'album ne se contente pas de critiquer le système extérieur, non. Il y a aussi des messages très forts qui sont adressés à la communauté elle-même. Prince et la NPG utilisent cette plateforme pour parler de sujets sociaux vraiment cruciaux. Prenons Johnny par exemple. Derrière ces allures de morceaux funk super festifs et débridés, il y a un sujet hyper sérieux pour l'époque, la prévention, l'importance de se protéger en pleine épidémie du sida. Et c'est ça toute la force du morceau, c'est de réussir à faire passer un message de santé publique aussi important, sans jamais être dans le jugement, sans être moralisateur. L'humour, l'énergie du live, un rythme irrésistible, tout est bon pour rendre le message efficace. C'est du funk intelligent. On change complètement de registre avec Together.
On quitte le funk pur et dur pour un R&B beaucoup plus mélodique. Mais attention, le message, lui, reste tout aussi percutant. Le morceau est une réflexion vraiment poignante sur la violence à l'intérieur de la communauté et sur le besoin urgent de solidarité. Que sommes-nous si nous ne sommes pas ensemble? Car quand nous nous entretuons, comment pouvons-nous nous appeler frères? Et ces questions, elles sont posées calmement, mais elles résonnent avec une force incroyable. Elles pointent du doigt la contradiction terrible d'une communauté qui se déchire. Mais voilà, le morceau ne s'arrête pas à ce constat un peu sombre. Il propose aussi une solution, une porte de sortie. Pour s'élever, nous devons offrir le cadeau de la connaissance. Mon peuple doit rester uni. L'appel est limpide. L'unité et l'éducation, voilà les seules voies possibles pour un avenir meilleur. Mais ce qu'il y a de plus fou, de plus révolutionnaire avec Gold-Niga, ce n'est peut-être même pas la musique. C'est la façon dont l'album est arrivé jusqu'aux fans. Et c'est là vraiment que la guerre de Prince pour son indépendance prend une toute autre dimension. En gros, Prince a inventé son propre circuit de distribution. Fini les intermédiaires. Il a créé son label, NPG Records, il a vendu l'album lui-même directement aux fans pendant ses concerts. Et le coup de maître, c'est ce numéro de téléphone, le 1-800-NEW-FUNK. N'importe qui pouvait appeler et se faire livrer l'album. C'est simple, il a complètement bypassé l'industrie musicale de l'époque. Il faut bien comprendre le système d'avant. Normalement, il y avait plein d'intermédiaires. Le distributeur, le magasin. Et à chaque étape, l'artiste perdait de l'argent. Avec la vente directe, Prince a fait sauter tous ces verrous. Le résultat, des profits bien plus élevés pour lui, évidemment, mais surtout, et c'est ça le plus important, il a créé un lien direct, sans filtre, avec les gens qui aimaient sa musique. Alors, au final, qu'est-ce qui reste de cet acte de rébellion? C'est vrai, Gold-Niga n'a jamais cassé les charts. Mais son impact, il est ailleurs. Il ne se mesure pas en nombre de disques vendus. Non. Il se mesure à la révolution que cet album a lancée. Ce modèle de vente par téléphone en 93, c'était en quelque sorte un galop d'essai. C'est ce qui a préparé le terrain pour le NPG Music Club en 2001. C'était l'un des tout premiers services de streaming par abonnement, bien avant que ça devienne la norme. En fait, ce qui était un acte de guérilla à l'époque est devenu le modèle de base pour l'artiste entrepreneur d'aujourd'hui. Et il ne faut jamais oublier pourquoi il a fait tout ça. Toute cette guerre, elle reposait sur un principe simple, mais essentiel. Prince le disait lui-même, il le criait. Purple Rain, ce n'est pas à moi. Diamonds and Pearls, ce n'est pas à moi. Pour lui, c'était une question de principe, le droit, pour un créateur, de posséder et de contrôler son propre travail. Et ça nous amène à une question super intéressante finalement. Est-ce qu'un album qui ne se vend pas des masses peut quand même être une victoire historique? La réponse avec Gold-Niga est clairement oui. Ça a prouvé que le succès, ce n'est pas qu'une question de chiffres. C'est aussi et surtout les portes qu'on ouvre pour ceux qui suivent. Merci d'avoir suivi cette histoire avec nous. Gold-Niga n'a peut-être pas été un carton commercial, mais c'était une victoire immense. Une victoire pour l'indépendance des artistes. Ça nous rappelle que parfois, les batailles les plus importantes, ce ne sont pas celles qu'on gagne forcément, mais celles qu'on a le courage de mener. Voilà pour cette analyse. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de nos prochaines explorations dans l'univers de Prince, le plus simple, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube. On se dit à très bientôt.